faut arrêter de détester les gens parce qu'ils sont de peau de couleurs différentes, parce qu'ils sont de religions différentes, parce qu'ils sont comme ci, parce qu'ils sont comme ça. Acceptons les gens comme ils sont. Message à cœur ouvert de Ginette Kolinka. À 98 ans, elle était à Épinal pour raconter l'enfer, celui des camps d'extermination. Il ne reste aujourd'hui que 17 rescapés en France, dont Ginette, qui a décidé de témoigner pour que l'histoire ne se répète pas. Tout était fait pour que l'on meure. On a eu de la chance, on n'est pas mort, mais on nous frappait, on ne nous nourrissait pas, on avait des travaux vraiment très 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 durs à faire. La Shoah fera 1002 victimes juives, vosgiennes ou réfugiées dans le département. C'est leur histoire. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, retour dans le passé. Plus de recensement religieux après 1905 et les lois de séparation de l'Église et de l'État. La communauté juive représentait alors 1500 membres dans le département. Durant la guerre et avec les déplacements de population, plus de 1200 juifs seront arrêtés sur le sol vosgien grâce à une organisation administrative qui consiste à recenser, appauvrir, mettre à l'écart. Et tout commence par un tampon sur le passeport et une étoile. On a cette étoile, tout le monde voit qu'on est juif, et bien il y a des lois qui vont être votées. Et ces lois vont nous enlever les possibilités de travailler. Et le gouvernement de Vichy, lui, en fait, redéfinit à sa manière qui est juif et qui ne l'est pas, et commence à interdire aux juifs l'accès à un certain nombre de fonctions, notamment toutes les fonctions électives, toutes les fonctions qui permettraient à ces juifs d'avoir une influence sur la société via la politique, mais la presse, l'enseignement par exemple. Une mise à l'écart rapide qui se fait au départ dans l'indifférence. Seconde étape, la spoliation. Là aussi, une confiscation des biens très structurée. Aux archives départementales, on retrouve des listes de noms, des adresses, des entreprises qui devront porter la marque de reconnaissance. Voilà, ça c'est le recensement d'avril 43 de 188 biens. Donc en fait, on a l'identité de la personne, sa nationalité, le type d'entreprise possédée. Bon, ça va de la bonneterie, marchand forain, un commerce de bestiaux, la boucherie, de la parfumerie. 663 dossiers concernent les habitations et les terres agricoles. Les magasins et les entreprises subissent un sort similaire. Les 2 tiers sont liquidés. Pour les autres, la Chambre de commerce d'Épinal autorise et contrôle les ventes, des choix stratégiques. On peut supprimer le ramassage des chiffons et des déchets, mais je veux qu'on garde le ramassage des vieux métaux. Les spoliations ont aussi une vocation économique. Elles régulent en fait le marché économique. On a un marché économique avec des pénuries gigantesques de matières premières. Et par conséquent, si on peut avoir moins d'entreprises sur le marché, eh bien, en fait, on va le faire sur le dos des entreprises juives. Par contre, les sociétés juives, les fabriques, les manufactures, imprimeries, tissage, etc., ça, ces entreprises-là, on va les revendre. Rien que dans notre département, les spoliations représentent 47 millions d'euros. Quelques actes de résistance sont stipulés dans les archives, mais ils restent isolés. Les arrestations vont alors débuter. En 1942, les premiers visés seront les Juifs de nationalité étrangère. Vous prie fournir urgence chiffre global des Israélites étrangers présents dans votre département. Des étrangers qui, dans les Vosges d'alors, occupés par le Troisième Reich, sont arrêtés pour être envoyés dans un camp à Vittel. Là, vous vous trouvez à l'entrée du camp d'internement. L'activité des thermes est à l'arrêt, les hôtels sont vides. Vous avez une clôture 2 mètres de haut, des barbelés, et à l'entrée, vous avez des gardes allemands. Et toutes les personnes qui arrivent doivent déposer leurs papiers, subissent une visite médicale. Britanniques, Canadiens, Américains sont confinés dans l'enceinte. Le musée du patrimoine vittellois conserve des archives de cette période. Dans le camp d'internement, jusqu'à 3000 prisonniers, ils sont rassemblés dans des grands hôtels servant de décor à la propagande nazie. Dans un premier temps, c'était, disons, pour donner une bonne impression à l'extérieur. Donc, il y avait un cadre magnifique pour loger ces internés, et les Allemands voulaient faire la propagande d'un camp modèle, on va dire. Voilà. Et il y a eu bien sûr des
des aléas. Au départ, ils sont triés par nationalité. On fêtera Noël et même Hanouka dans l'enceinte du camp nazi. Puis arrivent des Polonais fuyant le ghetto de Varsovie. Ces Juifs-là avaient obtenu des passeports de complaisance, bien sûr, pour partir en Amérique du Sud. Ils espéraient avoir enfin la liberté là-bas. Le voyage va tourner court. Je ne sais pas par quel malheur on a pu découvrir que ces papiers étaient faux. Et donc, à ce moment-là, ils sont redevenus juifs, vraiment apatrides, et donc renvoyés dans les camps de concentration. Dans le camp vitellois, un camp à part est créé au niveau de l'hôtel de la Providence. La vie y sera nettement plus rude. Dans le camp, il y avait, disons, un semblant de vie normale. Vous aviez une école, il y avait du théâtre, de la musique, de la peinture. Certains faisaient du jardinage, alors que à l'hôtel de la Providence, il n'y avait pas tout ceci et surtout, il n'y avait pas d'accès au parc. Avant d'être déportés, hommes, femmes, enfants sont transférés à l'hôtel Beausite, l'actuel hôpital. Ils se savent condamnés. Ils n'avaient aucune illusion sur leur avenir. C'est pour ça que certains se sont suicidés. D'autres ont essayé de sauter par la fenêtre, mais n'ont pas réussi. Enfin, ça a dû être une période terrible. Même mieux traités, quelques internés de Vittel cherchent à s'évader. Et on dit que certains internés auraient pu s'échapper sous cette plaque. Et on a les canalisations qui vont jusqu'à l'usine de Vittel. Mais ces fins heureuses restent anecdotiques, comme celle d'une jeune accouchée enfermée au Beausite. Il y avait un médecin juif qui gérait donc l'hôpital, et donc il a décidé de mettre cette dame-là dans un coma artificiel, et le bébé, on l'a entouré de serviettes, et on l'a mis sur le balcon. C'était en hiver, il faisait froid, et donc quand les Allemands sont arrivés, le médecin a dit c'est pas la peine de prendre cette dame-là, elle va mourir d'ici quelques instants. C'est fini pour elle. Et le bébé est mort à la naissance. Et les Allemands sont partis et ont laissé tout le monde. Mère et enfants furent ainsi sauvés. 334 juifs de tout âge seront expédiés de la cité thermale vers le camp d'Auschwitz. Aucun ne survivra. Pour les autres prisonniers civils gardés pour faire des échanges avec des prisonniers allemands, la patience est de mise. Il faudra attendre la libération de Vittel en septembre 1944 pour retrouver les allées paisibles du parc. Une histoire parallèle au vécu des Vitellois de l'époque qui, aujourd'hui, l'auraient presque oublié. Méconnu, oui. Oublié volontairement, pas volontairement. Voilà, ça reste un sujet que même certains Vitellois découvrent actuellement. L'oubli, c'est l'ennemi de Ginette. Ses souvenirs ont été recueillis dans des livres et même une bande dessinée, Adieu Birkenau, où on la voit faire visiter le camp de concentration à une classe. Parler, dénoncer. Après 50 ans de silence absolu, elle décide d'aller à la rencontre des jeunes, comme ici à Épinal. C'est une lutte contre le négationnisme qu'elle engage en démarrant son propos ainsi. Tout ce que vous pourrez apprendre dans les livres, ce n'est pas vrai. C'était pire. C'est le bourreau qui tape la victime, elle est par terre, à ses pieds, ensanglantée, et vous avez le bourreau qui continue à la frapper jusqu'à ce qu'elle soit ou évanouie ou morte. Issue d'une famille juive non pratiquante, elle se fait néanmoins arrêter par la Gestapo le 13 mars 1944 à Avignon. Après un voyage dans des conditions abominables, elle arrive en Pologne, où elle cherche son père, son frère et son neveu. Quand on leur a demandé quand est-ce qu'on les verrait, comme c'est plus des êtres humains, elles étaient presque contentes de nous dire « Vous voyez la fumée, vous voyez les cheminées, et bien c'est eux ». Un sinistre accueil attend les déportés à Auschwitz-Birkenau, dit le camp de la mort. Jugée apte à travailler, la jeune femme d'alors échappe aux chambres à gaz. Son bras est tatoué, 78 599. Un nombre remplace son nom. Le début d'une descente aux enfers. On nous a réduits dans un état lamentable. On n'est plus des êtres humains. Ils vous ont tout enlevé qui pouvait faire quelque chose qui vous différenciait les uns des autres. On vous a mis nus, on vous a enlevé vos poils, on vous a enlevé vos cheveux, on vous a habillé d'une façon très ridicule, et on est tous aussi ridicules les unes que les autres.
Les heures de labeur s'enchaînent. Les prisonniers sont employés à agrandir, renforcer le camp. S'engage alors une lutte pour survivre. Heureusement, il y a toujours un moyen de ne pas travailler. Vous pensez bien qu'il n'y a pas une capot derrière chaque déporté. Donc quand on peut échapper à la surveillance, on arrête de travailler. Une vie de robot, dit-elle, où l'on devient insensible. Après les premiers chocs, les traumatismes des journées au camp, seul compte le pas d'après. Je n'ai jamais pensé mourir, mais je n'ai jamais non plus pensé vivre. J'étais dans Birkenau et je crois que ce qui m'a sauvée, c'est que mon cerveau ne travaillait pas. À la même période, Simone Veil, elle aussi, est enfermée. D'un âge similaire, Ginette fera sa connaissance. Un jour de pluie, lors d'une corvée commune, elles se mettent à l'abri un instant. On s'assoit, on est collés l'une dans l'autre, on est pour se tenir un peu chaud, on commence à sombrer dans le sommeil, la capot nous voit partir à dormir, c'est parce qu'elle veut bien qu'on se mette à l'abri, mais pas pour dormir. Alors elle nous réveille et elle nous fait sortir pour faire la corvée malgré la pluie, et elle est tombée en extase devant Simone. À qui elle proposera des robes et de la déplacer dans un camp moins rude. Des vêtements plus décents que Simone Veil partagera avec sa compagne d'infortune. Puis d'un seul coup, je me suis sentie, avec cette robe, devenir... je me suis vue belle. Je me trouvais belle, c'est parce que je me sentais plus humaine. Une lueur d'espoir et un autre défi, celui de se nourrir. Un ersatz de café et une soupe par jour, c'est la ration. Les officiers voient quelqu'un avec un corps comme ça, elle est trop maigre, elle ne peut pas travailler, on va la tuer. Quand je suis rentrée à la maison, que je me suis vue dans une glace, j'ai eu peur. Mais si, j'étais vraiment bonne pour une sélection. À 20 ans, elle ne pèsera plus que 26 kilos. Des souvenirs de misère, des anecdotes d'une réalité pas si lointaine qui ont frappé ces jeunes venus l'écouter. J'en avais déjà entendu parler, mais on ne l'imagine pas aussi difficile que comme elle le raconte ici, en vrai, en face de nous. Ce qui m'a touchée le plus, c'est ce qu'elle a ressenti, tout ce qui s'est passé par rapport aux enfants, qui tuaient les enfants quand les femmes accouchaient, qu'elle n'avait pas beaucoup à manger. Je ne pensais pas que c'était aussi dur mentalement. C'était assez touchant que quelqu'un ait le courage de raconter ça. Les détails, surtout que c'était super horrible ce qui se passait là-bas, surtout. Et que on n'aurait pas voulu y être. De ces tragédies, les familles ont dû se relever. Dans cette synagogue d'Épinal reconstruite après-guerre, ce lieu derrière l'autel est sacré. Derrière, vous avez les rouleaux de la Torah. Le rideau a été offert par la famille de ce petit-fils d'un ancien commerçant spinalien. Il représente le souvenir d'une partie de ma famille qui a été exterminée en camp de concentration. Mon grand-père, Moïse Broda, et une de ses filles et 2 de ses enfants. Ils ont été arrêtés le 13 octobre 1942, donc ça fait 81 ans, par la police française, transférés au camp d'Écrouves et à Drancy par la gendarmerie française, puis à Auschwitz. Une famille non pratiquante, mais dont le récit ressemble à celui de tous ces noms à jamais gravés dans le marbre. Au cimetière israélite d'Épinal, les inscriptions sur les tombes participent à ce devoir de mémoire. C'est inscrit dans une histoire, dans un lien du passé et l'avenir, de toujours être au courant de cette histoire. À Épinal, le monument des fusillés et des déportés, au lieu dit La Vierge, sert aux cérémonies patriotiques. Sur la statue, les noms des camps sont gravés comme des traces indélébiles de l'histoire de la nation. On a ici, à la Vierge, la plaque qui a été réalisée après la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans l'organisation de la Shoah par Jacques Chirac en 1992. Mais c'est tout. Dans le reste de la ville, on n'a pas de traces qui existent, et même sur un monument aux morts comme celui de la ville, le monument aux morts devant la préfecture, il y a 21 noms de spinaliens morts en déportation et totalement absents.
68 Spinaliens ont été déportés dans les camps d'extermination. Seuls 4 ont survécu, rapportant avec eux un traumatisme indescriptible. Sur les 1223 personnes d'origine juive arrêtées dans notre département, moins de 20% ont pu revenir. Pour Ginette, la société actuelle n'a pas à porter la culpabilité. L'époque nazie, Hitler. Alors que les Allemands de maintenant, je le dis, je répète, je ne les compare pas du tout à ceux de l'époque hitlérienne. Ces différences dans les religions, si tant est qu'il y en ait, pas tant que ça d'ailleurs, eh bien ces différences, il faut faire en sorte que ce soit une force pour qu'on puisse mieux vivre ensemble. Il faut essayer d'avoir un cœur rempli de bienveillance plutôt que de la haine qui, dans l'actualité, nous montre bien tous les dégâts que ça fait. Se rappeler et transmettre la mémoire n'est pas vivre dans le passé, c'est semer des graines d'espoir que jamais plus un peuple ne soit confronté à de telles exactions.